C'est ça. Démarrage. C'est parti. Je pense que nous sommes live. On va dire un grand bonjour à tous. Il y a déjà 36 personnes qui sont connectées, donc on va dire que voilà, le sujet est très attendu. On va quand même patienter 2-3 minutes pour les retardataires. Ce serait dommage qu'ils ratent le début, mais on va enchaîner assez vite. En tout cas, un grand merci à ceux qui sont déjà là. Et puis, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si le son est bon. Voilà, si toutes les conditions sont réunies pour que ce live event Shopify se passe bien. OK pour le son, oui, parfait. Merci Sémi, merci Fantine. Toujours Madeleine, merci. Est-ce que le son est bon, mais est-ce qu'on est beau là? Hello Myriam. Bon, ils disent pas qu'on est beau. C'est triste. Salut Adrien, salut Paul. Ah, merci. Ah, c'est gentil ça. Vous êtes magnifique. C'est trop bien. Bon, je vous cache pas qu'entre nous quatre, on avait déjà démarré les débats et c'était déjà passionnant. Donc, je pense que ça va être un bon moment. Ah, je vois que le Canada est en train de se connecter. Bonjour Sophia. Alors oui, la particularité de ce live event, c'est qu'il y a des gens de 8 pays qui se sont inscrits. Donc, c'est vraiment parmi sympa. lesquels l'Algérie, l'Allemagne, l'Australie, la Suisse, le Canada, la Belgique, ouais, la France. Allô Jonas. Ah bah voilà, Jonas. Alors pour la petite histoire, parce qu'on peut quand même commencer les présentations, donc nous-mêmes, nous sommes sur trois pays différents. Donc on va commencer par Thomas, qui est un peu à l'initiative de ce live event, puisqu'il est au Canada, et comme vous le savez, le Canada est la terre natale de Shopify. Donc Thomas, si tu veux te présenter. Oui, donc exactement. Moi, je suis quelqu'un qui a une double casquette. Donc, je m'occupe du Canada, de la filiale canadienne des Causantes, et en parallèle de tous les partenariats pour le groupe Les Causantes, donc en Europe. Ce qui fait que j'ai pu décerner l'engouement pour Shopify. Exactement. Donc, le Canada est bien représenté. Alors, on a l'immense chance d'avoir Yaya de la superbe marque Belrose. Il nous en parlera tout à l'heure. Pour quelques minutes, je précise qu'il a un emploi du temps de ministre, donc il nous quittera à 15h20. Mais il aura le temps de raconter la belle histoire de Belrose avec Shopify. Donc, ça, c'est formidable. Donc, Yaya, tu es tout près de Bruxelles, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. À Bruxelles, basé à Bruxelles, dans les bureaux de. Pas trop de neige, c'est bon? Non, mais c'est ce qu'on appelle la drache. La drache, ça fallait la drache perpétuelle. Bon, j'ai un Lillois à côté de moi, donc il connaît la drache. On connaît très bien la drache. Eh ben voilà, on est deux alors. Voilà, donc Yaya, si tu veux te présenter en 20 secondes. Donc ouais, je m'appelle Yaya, ça se prononce Yahya, mais pour faciliter la prononciation. Ouais, merci de ton indulgence, parce que je me doutais bien que j'écorchais un peu. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Donc je travaille dans la stratégie digitale chez Belrose. Donc j'interviens en tant que consultant externe, mais avec un scope d'intervention qui est assez large. Donc c'est ce qui est intéressant dans cette marque. Ouais. J'ai rejoint les équipes Belrose il y a à peu près maintenant un peu plus d'1 an et demi. Et donc, on a commencé d'abord par la mise en place d'un nouveau site avec un nouveau système pour le catalogue produit, avec des nouvelles fonctionnalités, avec une amélioration de l'expérience utilisateur. Et après, on est en perpétuelle amélioration de cette plateforme-là. Et d'un autre côté, on collabore avec les Causantes sur la partie un peu plus média, sur l'acquisition de nouveaux clients, ils nous accompagnent, ils nous épaulent vachement sur quelle stratégie mettre en place, quel type de profiling faire, quel est le type de targeting à suivre majoritairement sur les outils, les canaux digitaux qu'on utilise qui sont Facebook Network. Et ils sont toujours force de proposition sur plein de choses. Donc, on est très content de travailler là-dessus. Et après, voilà, donc je pense que c'est assez. J'ai un parcours, je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais en tout cas, j'ai un parcours dans le digital. Super intéressant. J'ai un parcours dans le digital, donc j'ai commencé dans des agences digitales
de communication digitale luxe, basé majoritairement axé sur le marché chinois. Donc, on aidait des marques de luxe et des maisons de luxe à s'implémenter et se lancer en tout cas sur les marchés chinois. Ça, c'était en 2013. Et après, j'ai rejoint le mastodonte Publicis pour quelques années où j'ai travaillé sur des diverses problématiques pour des clients du CAC 40 et c'était parfois c'était passionnant, parfois c'était énervant, mais ça reste une belle école. Ouais, c'est une très belle école. Et ensuite, je suis arrivé à Bruxelles pour travailler en tant que digital stratégiste dans une entreprise, dans une agence qui s'appelle ICF Next, qui est l'agence de communication de la Commission européenne. Donc, on était en charge de créer toutes les campagnes de communication pour la Commission européenne. Je suis resté 1 an et demi et après, j'ai eu l'opportunité de travailler pour Belle Rose. C'est un secteur qui me parle un peu plus. Du coup, je me suis lancé et je trouve ça très intéressant. Je suis très content d'avoir fait ce choix-là. Bah écoute, voilà. Tu fais un parcours déjà hyper riche et voilà, ça nous éclaire bien sur ce que tu vas nous raconter tout à l'heure. Carrément. Donc, à côté de moi, j'ai Florian qui va se présenter aussi. C'est ça, donc Florian, Chief Growth Officer depuis bientôt 4 ans chez Les Causantes. Donc avec l'énorme chance et privilège d'avoir vu plus d'une centaine de marques passer, voilà, des challenges hyper différents, beaucoup dans le e-commerce et très axé justement sur un framework qui est le AARRR et dont Fabien va vous parler après. J'en profite aussi, vu que je prends la parole 10 secondes, je vais mettre un petit sondage pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes un peu dans vos projets e-commerce. C'est plus, voilà, parce qu'on est une cinquantaine, je pense qu'on va essayer d'axer un petit peu le discours pour que ça parle à tout le monde. Et voilà, du coup, vous aurez ça dans la partie sondage. Merci. Exactement. Et donc, pour clore le tour de table, donc moi, je suis Fabien Rochette, donc je suis un des 3 cofondateurs du groupe. Les Causantes et j'ai le privilège d'animer ce live event, donc mon rôle sera plutôt de poser les questions et puis aussi d'essayer avec l'équipe de répondre à vos questions et on vous remercie tous d'être venus en si grand nombre. Je sais que d'autres vont se connecter encore parce qu'on a eu plus de 120 inscrits, donc voilà, on sent que le sujet Shopify passionne. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement puisqu'il est déjà 15h08, donc le temps passe. Alors, en guise d'introduction très rapide, il vous a pas échappé que voilà, il y a eu une légère accélération ces 2 dernières années du digital, du social et une modification profonde des usages, de la manière de découvrir des produits, de les consommer. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira plus jamais en magasin, hein, c'est pas le sujet. Mais par contre, il y a eu, voilà, selon les études, un gain de 10 ans dans la learning curve et dans la courbe de progression des ventes sur le digital, le social, le online. Et donc, c'est aussi pour ça que des solutions comme Shopify surfent sur vraiment une dynamique structurelle extrêmement profonde, extrêmement accélérée, même s'ils avaient démarré avant avec le succès déjà incroyable dont Thomas nous reparle dans 2 slides. Au sommaire aujourd'hui, donc on va vous raconter un tout petit peu la success story Shopify, qu'on se rende bien tous compte de ce que ça veut dire. On va en effet, comme le disait Florian, parler un tout petit peu d'approche full funnel parce que pour réussir ces campagnes de Black Friday, Noël et plus tard celle de 2022, il faut penser global. Donc, c'est ça qu'on va expliquer. Ensuite, on vous donnera quelques tips Shopify. Alors, certains d'entre vous doivent être déjà très familiers, donc pardon par avance, mais ça peut peut-être profiter aux autres. Et puis, Florian clôturera avec une séquence un tout petit peu plus technique, beaucoup autour de la mesure, de sujets catalogue et ce genre de choses. Apparemment, selon le sondage, donc, il y a déjà 82% de ceux qui ont répondu au sondage qui sont sur Shopify. Ça veut dire qu'on a plutôt bien ciblé. Donc, ça, c'est plutôt cool pour une agence de grosse marketing. Donc, bravo à l'équipe d'acquisition. Voilà. Et donc, on fera bien sûr une petite séance Q&A à la fin pour ceux qui sont encore là et qui veulent aller un cran plus loin. Donc, Thomas, je te laisse la parole pour que tu nous parles de Shopify. Alors voilà, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant de débuter, je tenais à remercier nos amis québécois de Bleu Lavande, du groupe Context, des compagnons de Montréal aussi qui sont présents. Et aussi, je tenais à remercier à peu près, on a une dizaine de nationalités qui assistent aujourd'hui à notre webinaire. Et je suis vraiment très content de vous accueillir. Et donc, voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, Shopify, c'est quand même un raz-de-marée. Depuis maintenant 1 an, depuis le début de la pandémie, on a assisté à une explosion et même à un véritable tsunami puisque le chiffre d'affaires de la compagnie a
a plus que doublé, donc en 1 an. Et puis, on est parti sur une tendance vraiment haussière pour les prochains mois et donc les prochaines années. Shopify, c'est donc 2 millions de clients dans le monde, ce qui paraît fou, mais on a quand même 95% des clients qui sont en Amérique du Nord. Et évidemment, la part européenne est grandissante depuis quelques mois, puisqu'on voit des grands groupes tels que Decathlon, qu'on connaît un petit peu, Leader Price, qui se lancent dans l'aventure. Donc voilà, que de chemin parcouru depuis 2006, date de création de Shopify. En fait, voilà, ce qui nous amène à dire que voilà, c'est une plateforme qui commence à se faire voir, à faire de l'ombre aux géants comme Amazon. Et puis surtout, une plateforme c'est ça qui nous a vraiment interpellés, qui a tendance à développer tout un univers avec ce qu'on appelle l'université Shopify, des espaces de coworking, un fonds d'investissement dans les entreprises qui s'orientent dans une économie plutôt durable. Et puis voilà, c'est plus qu'en fait une plateforme maintenant. C'est tout un univers. C'est ça qui nous a vraiment séduit. Ouais, c'est pas juste de la techno. Bonjour Marjolaine. C'est pas juste de la techno, c'est pas juste une plateforme, c'est bel et bien un mindset, un écosystème, voilà. Un travail avec des partenaires, et c'est en train d'accélérer. Et comme tu le dis, c'est en train d'arriver en Europe, hein, parce que sur le continent nord-américain, évidemment, c'est presque devenu un classique, vu le nombre de sites activés. On va pas dire qu'en Europe, on connaissait pas Shopify, on connaît, mais le raz-de-marée n'est pas encore celui qui est le cas outre-Atlantique. Et du coup, quelques chiffres qu'on avait. Alors, je vais aller là d'abord et puis on reviendra après sur le slide précédent. Ouais. Des chiffres impressionnants, quoi. Voilà, du volume. Donc, en fait, on constate que le chiffre d'affaires généré lors du Black Friday Cyber Monday, en fait, ce chiffre d'affaires a doublé en 1 an. On était à peu près à 2,5 milliards en 2019 et donc en 2020, on est arrivé à 5 milliards de dollars. Donc 5 milliards de dollars sur 4 jours, quoi. Sur 4 jours. Du vendredi au lundi, hein, on va dire. Voilà, donc on a une petite idée du volume. C'est juste très impressionnant. C'est fou. Et pour conclure cette introduction. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous avez pu le suivre, à la base, Shopify, c'est une entreprise qui s'est construite avec une boutique de snowboard. Donc, ce qui fait que son ADN est logiquement tourné vers les petites entreprises et les entreprises qui se sont lancées dans le digital. Mais petit à petit, évidemment, les grands groupes s'y sont intéressés, mais ce qui n'empêche pas Shopify de rester très très proche de ce qui a fait son succès à la base. Donc les petites boutiques en ligne. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet entre guillemets à des petites startups early stage ou des nouvelles marques de se lancer, mais on a aussi des Decathlon et des grosses marques internationales qui sont sur Shopify. Donc, vraiment, la scalabilité de la solution est juste incroyable. Et bien, justement, exactement. Bonne transition, puisque Yaya va nous parler de Belle Rose. Et déjà, quelles sont les raisons qui ont fait que cette super marque finalement a migré sur Shopify ? Merci en tout cas pour l'introduction. Donc effectivement, Belle Rose, je fais juste une petite parenthèse pour raconter un peu l'historique de Belle Rose et d'où on vient et pourquoi. Je pense que ça expliquerait aussi pourquoi il y a le choix de Shopify. Donc Belle Rose, c'est une marque qui a été créée en 1989 de prêt-à-porter premium à la base c'était pour l'homme et maintenant le marché principal c'est la femme. C'est une marque qui est basée en Belgique, qui est belge qui vient de Flandre. C'est le leader, c'est un des leaders, on va dire, en tout cas sur la Belgique, sur le marché du prêt-à-porter premium, donc ce qu'on appelle le luxe accessible. Jusqu'en 2013-2014, il n'y avait pas encore de site e-commerce, parce que c'était un peu le début des sites e-commerce pas pour toutes les marques, je veux dire, mais c'est pour les marques qui sont un peu grandes par l'histoire, mais petites par leur savoir-faire sur le digital. Il n'y avait pas d'équipe marketing, il n'y avait pas d'équipe digitale. Tout ça, c'était encore un peu nébuleux parce que même en agence, quand j'étais en agence, on expliquait ça à d'autres clients.
Ils ne comprenaient pas, ils disent ah ok, on va faire une campagne de pub, on va diffuser ça à la télé. On dit en fait non, c'est pas forcément ça. Maintenant il y a d'autres principes. Donc en 2014, il y a une prise de conscience de il faut vendre en ligne parce que ça fonctionne, parce que ça va fonctionner. Et donc il y a eu une décision qui a été prise, c'était quelles sont les solutions qui existent sur la table. C'était soit un choix qui était PrestaShop ou Shopify à l'époque. Donc le choix de Shopify s'est imposé naturellement parce que c'était le moins compliqué à mettre en place et le plus complet. Donc paradoxalement, c'est le moins compliqué, mais en même temps c'est le plus complet versus un PrestaShop qui était beaucoup plus simple à utiliser. Mais l'augmentation du volume, l'augmentation, les designs, les thèmes, etc. Donc en fait, là, je parle vraiment de la base de base. Ouais. Et à l'époque, quand la décision était de passer sur Shopify, donc je pense que ça arrivait il me semble que c'était 2016, ou la création du premier site, qui était sur un thème natif Shopify, le checkout natif, tout. On uploadait juste une image, une fiche produit. C'était assez rudimentaire. Après, ça a été plugué avec toute l'infrastructure IT pour que ça devienne aujourd'hui une espèce de Docteur Octopus, si vous avez la référence où on est branché un peu sur plein d'assets différents, plein d'API, on a des web services qui vont un peu dans tous les sens et plein de fournisseurs de services différents. Ouais. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est arrivé à une certaine maturité. Donc ce que j'ai expliqué juste avant le début du webinaire, c'est que donc nous, on a bénéficié aussi de cette courbe d'apprentissage. C'est qu'au début, Shopify était tout nouveau, on était tout nouveau sur le digital, donc on était vraiment raccord il y avait une symbiose. Aujourd'hui, on arrive à un certain point où ce qu'on avait construit depuis 4 ans, 5 ans, en fait, ça ne fonctionne plus trop, ça ne correspond pas. Mais ça ne veut pas dire que Shopify ne répond pas à la demande. En fait, c'est qu'eux aussi, ils ont compris qu'il y avait des gens qui ont grandi avec eux, et donc ils adaptent aussi leur façon de faire. Donc jusque-là, à titre d'exemple, jusque-là, quand on passait par un Shopify natif, on n'avait absolument pas le droit de toucher au checkout. Donc en fait, le checkout était uniformisé pour tout le monde. Ouais. Maintenant, avec l'avènement et la théorisation en tout cas du headless commerce, on est un peu plus capable de utiliser Shopify là où il est bon à utiliser. Donc typiquement, dire qu'aujourd'hui, l'usage de la plateforme et de la solution Shopify ne sera plus je crée mon back-end sur Shopify, je crée mon front-end sur Shopify et je fais tout sur Shopify. Maintenant, tu peux choisir de dire je prends Shopify comme uniquement un catalogue produit ou uniquement parce que le checkout est bon, etc. Et tout ça, en fait, maintenant, ça devient possible parce qu'ils ont aussi fragmenté leur offre pour que ça devienne intéressant pour n'importe quelle personne, à n'importe quelle, et ce que tu disais Fabien juste avant, n'importe quelle étape de la croissance, du développement de l'entreprise, de maturité. Voilà, merci. Donc pour nous, on est content en fait de travailler. Il faut dire les choses quand elles vont bien, il faut le dire quand ça va pas bien. On est content de travailler, d'avoir un Shopify, mais en revanche, quand tu arrives à un certain niveau de volume, et un certain niveau, et ton organisation ne te permet plus de faire ça parce que tu fais beaucoup de choses, on va pas se mentir. Si tu utilises Shopify natif, c'est beaucoup de choses qui sont faites à la main. Il y a très peu de choses qui sont automatisées. Donc, création de fiches produits, création de descriptions. Dès qu'on rentre dans une logique de multilangue, donc à ce moment-là, en fait, c'est encore plus de travail. Donc, c'est limite, c'est du x3, x2,5 de charge de travail. En revanche, de travailler d'une manière un peu plus intelligente et de dire Shopify est bon là où il est bon, c'est comme tous les outils, on va dire. Enfin, Oui. on peut enlever Shopify et utiliser autre chose, mais c'est juste que là, on parle de Shopify. On peut dire que Shopify permet à n'importe quel acteur d'accéder au e-commerce. Du coup, il y a Sophia qui demande Yaya, comment vous utilisez Shopify aujourd'hui chez Belle Rose? Alors nous, on est merci Sophia pour la question. Alors nous, on est dans une phase de transition. Donc jusque-là, on était encore sur du natif. On a entamé la réflexion pour savoir quels sont les blocs, on va dire, si on appelle ça des blocs techniques et fonctionnels de Shopify, qui nous correspondent nous. Il y a une espèce de tendance qui se dessine, c'est que pour nous, en tant que catalogue produit, ça fonctionne très bien. Donc on va plugger, comme je disais, en headless commerce, prendre Shopify au milieu, utiliser Cloudinary pour donc une solution de data asset management, mettre les photos dessus, elles seront aspirées directement automatiquement, et ensuite utiliser une autre offre de traduction de contenu qui va être aspirée sur la fiche produit, et ensuite utiliser une app qui va faire ou un partenaire qui va nous fournir une API pour créer des fiches produits qui sont spécifiques, parlants, qui sont géolocalisées, qui sont géolocalisées pour
pour les discounts, pour les offres commerciales, pour à peu près tout le reste. Une autre solution qui va te permettre d'avoir un checkout qui est plus personnalisé à ta marque, parce que le checkout sur Shopify, il est il est assez cadré et quand on passe par le natif, en fait, on peut pas changer grand-chose à part quelques lignes de CSS et changer la couleur, Oui, ajouter le logo. Mais demain, tu peux utiliser d'autres solutions, mais ça nécessitera avoir une organisation miroir. Donc, en fait, si tu passes sur une organisation de cette sorte-là, il faut que chez toi, il faut que tu aies une équipe technique qui soit capable aussi de manager, parce que tu rajoutes plus de coordination, plus que tu fais toi-même. Donc, il suffira pas. Je pense qu'en fait, là, pour des petites structures qui se lancent, etc., c'est pas forcément intéressant de penser comme ça aujourd'hui, parce que Shopify propose, je pense, ça couvre 90% ou 95% des besoins quand on se lance. Et ensuite, dès qu'on passe à une volumétrie qui est plus importante ou une acquisition de marché qui est plus importante. Donc, on sort de la logique de dire je suis en France, je vends qu'en France, ou je suis en Belgique, je vends qu'en Belgique. Si on passe sur du multilingue, multi-currency, même si je sais que Shopify le font, mais ça reste quand même un tout petit peu limité quand il s'agit d'une entreprise qui veut faire je sais pas, 20-30 millions de chiffre d'affaires en personnalisant l'expérience par pays, par marché, etc. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sophia, mais voilà. Donc voilà, je pense. Ouais, donc je pense qu'effectivement, pour Bellrose, Shopify, c'est une très bonne solution. C'est une solution qui nous a permis sur 5 ans d'exister digitalement, de réaliser des belles choses, des beaux résultats à la fin de l'année. On a une maîtrise qui est assez poussée pour savoir, pour identifier les limites. On a identifié les limites. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure pour avoir un Shopify encore un site, en tout cas une plateforme e-commerce pour Bellrose qui est plus performante, quitte à un peu morceler un peu plus l'usage de Shopify, mais leur force, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'ils resteront toujours dans l'équation. C'est ça en fait qui est intéressant de se dire, c'est que ils auront toujours un point fort. Si on choisit Shopify, c'est n'importe quel choix de stratégie. Shopify peut s'implémenter dedans. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire que maintenant, je vais faire 50 millions, en fait, je vais arrêter de travailler avec Shopify. C'est plus forcément vrai, quoi. On peut grandir, on peut continuer à grandir. Exactement. Et avant de nous parler des grandes lignes de la roadmap Bellrose, tu nous confirmes que vous réussissez déjà et vous allez le réussir encore pour Black Friday et Noël à faire des belles campagnes qui vraiment génèrent des ventes très intéressantes dans des volumes qui sont vos objectifs, etc. Exactement. Alors, nous, la particularité, c'est que Bellrose, c'est pas une marque qui fait du Black Friday, donc on est un peu opposé à cette démarche-là. On est plutôt sur une démarche où, en fait, on est un peu, on va pas se mentir, on est dans une industrie de la mode, donc on doit liquider les stocks. Et donc, comment on liquide les stocks? On fait des opérations commerciales à longueur d'année. Donc, de temps en temps, c'est des ventes privées, de temps en temps, c'est des soldes. Mais on a effectivement on réussit avec Shopify aujourd'hui pour de réaliser des actions commerciales qui génèrent le résultat attendu. La force, c'est que ça ne crache jamais. C'est important. C'est important. Voilà. Même donc, quand les volumes ceux qui se lancent sur le e-commerce, choisissez la solution qui ne crache jamais. Et Shopify ne crache jamais. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est un beau témoignage. Voilà, donc c'est le checkout Shopify, c'est celui le plus stable sur le marché. Parce que d'un autre côté, soit on choisit les belles choses, soit on choisit les choses efficaces. Et quand on est petit, je pense qu'on a plutôt tendance à choisir des choses qui sont efficaces parce que ça nous enlève beaucoup de choses à penser, à une espèce de charge mentale digitale, on va dire ça comme ça. Est-ce que mon checkout doit fonctionner entre 2h et 3h du matin? En fait, on ne devrait pas se soucier de ce genre de choses, quoi. Bien sûr. Voilà. Alors, dans les quelques dernières minutes où on a la chance de t'avoir, est-ce que tu peux nous donner les 2-3 grands sujets de la roadmap dans les 2 prochaines années? Alors, pour nous, de manière très méta, on va dire, on a cette volonté, on a surtout en fait l'obligation de passer sur du headless commerce. Donc, c'est ce que j'expliquais, c'est de prendre
de tirer le meilleur de ce qui existe. On a une envie aussi très, très pressante et je pense que c'est aussi un besoin, c'est de travailler un peu plus sur notre stratégie, notre programme CRM, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que plus la communication est ciblée, plus on est dans l'efficacité. Même sur des newsletters, même si on se dit qu'on est sur du premium ou du luxe accessible et on peut se dire que notre contenu va être beau, il va plaire aux gens. En fait, c'était 2017-2016, ça fonctionnait bien quand on était des marques, on savait faire des jolies photos. Maintenant, tout le monde sait faire des jolies photos. Il faut faire des jolies photos pour les gens qui veulent voir ces jolies photos et pas pour les autres. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, notre roadmap digital doit nous permettre d'acquérir des marchés un peu au clic. Donc, c'est décider demain d'aller livrer, je ne sais pas, en Norvège, si c'est le cas, livrer aux États-Unis. Il faut qu'on se dise, demain, il faut qu'on livre aux États-Unis. Quel est le taux de TVA? Quel est le partenaire de transport? Et en fait, on doit juste choisir DHL, par exemple, et choisir le taux de TVA et mettre ça sur le site et faire une campagne Facebook, une campagne d'acquisition sur le marché US et dire, c'est bon, on peut y aller. Aujourd'hui, on est encore dans cette phase de transition, donc on a grandi, on a sauté la phase d'adolescence digitale, donc c'est ce que je disais juste avant, on était des petits juniors en 2015-2016. Aujourd'hui, on a eu la phase de préadolescence qui nous a été volée par le Covid, donc on est devenu des gens très matures très vite. Et en fait, quand on est très mature, on se rend compte de ses défauts, on se rend compte de ses qualités. Il faut améliorer les défauts et travailler un peu plus sur les qualités et s'améliorer un peu plus. Et ça va de plus en plus vite. Et après, c'est tant mieux pour nous parce qu'il y a toujours des choses à faire dans la journée, quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Et on sent bien que les équipes Shopify sont elles-mêmes à la manœuvre pour que la roadmap soit très, très riche. Oui, non, mais carrément. En fait, c'est ça qui est chouette, ce que on disait au début, c'est que on a quand même c'est une opportunité d'avoir une solution aussi simple à prendre en main. Et que même si il faut pas avoir peur de se dire, ouais, mais je comprends rien au HTML, c'est pas très grave. Un thème Shopify, ça coûte $180 et il y en a qui font vraiment l'affaire pendant 2, 3, 4 ans. Et si on en a marre du thème, on en achète un autre à $180. Ben voilà. C'est pas grave. En fait, on aura toujours un nouveau site tous les ans, si on veut, à $180. Donc, ça fait 15 € par mois. Ce qui n'est pas beaucoup, quoi. Donc voilà, j'espère que ça a été intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup, Yaya. Je pense que ça l'a été. On te remercie sincèrement vraiment d'avoir pu libérer un peu de ton temps pour ce beau témoignage qui, je pense, donne courage, énergie, motivation à tout le monde. Et donc, sachez que des marques qui cartonnent sur Shopify, il y en a beaucoup, 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 dont Belle Rose. Carrément. Donc, merci Yaya. Et merci à vous. Du coup, on te libère et on va continuer. Merci beaucoup. Merci, bon webinaire et profitez-en. Et si vous avez des questions, moi, je serai ravi d'y répondre. Super. Voilà. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, bye. Ciao. Donc, du coup, on va enchaîner pour rentrer vraiment dans le vif du sujet sur comment on prépare des bonnes campagnes pour Black Friday et Noël. Et pour commencer ça, un petit mot donc, sur ce qu'on appelle, nous, l'approche full funnel. Donc, en réalité, il faut toujours travailler ses objectifs, ses projets de campagne, ce qu'on pourrait appeler son plan média. D'une part, en ayant bien en tête le parcours client, j'y reviendrai dans le slide suivant, parce qu'en réalité, on parle potentiellement à des gens qui ne connaissent pas encore votre marque, vos produits. On essaye de les faire venir sur son écosystème, donc sur ses réseaux sociaux, sur son site, sur son blog, etc. On fabrique des contenus pour leur parler. Et puis, bien entendu, il y a tout ce travail pour réussir à les faire convertir, qu'ils deviennent clients. Et ce n'est pas terminé parce qu'après, il faut les fidéliser, il faut les garder et il faut même repérer ceux qui pourraient devenir vos ambassadeurs et devenir vos meilleurs vendeurs. Donc, en fait, les Américains appellent ça le AARRR, donc acquisition, activation, revenus, rétention et recommandation. Il y a des variantes comme celle qui est indiquée sur le slide. Et il faut vraiment ensuite considérer que vous avez 3 piliers d'action possible. Vous avez le haut de média, donc c'est tout ce qui vous appartient, votre site, votre newsletter, votre blog, vos réseaux sociaux, etc. Donc là, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Ensuite, il y a le earned media
Et ça, c'est vraiment travailler typiquement avec les influenceurs, le user-generated content, les programmes ambassadeurs. Puis après, vous avez le paid media, donc c'est toutes les campagnes payantes que vous pouvez faire sur Facebook Ads, sur Google, sur YouTube, sur Pinterest, sur TikTok, etc., etc., avec des partenariats payants, pourquoi pas avec des médias digitaux qui correspondent à votre cible, etc., etc. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette approche full funnel. Et si on devait la résumer d'une autre manière, en gros, considérez que les gens qui ne vous connaissent pas, mais qui sont potentiellement dans votre cible, sont vos suspects. Donc, c'est eux que vous avez envie d'attirer dans vos filets. Et là, il faut aller les chercher en haut de tunnel, comme on dit, avec des campagnes qui vous coûtent le moins cher possible. Donc, soit de l'organique, soit du viral, soit du payant, mais avec des CPM extrêmement bas. Donc, en privilégiant des plateformes pas trop chères, comme par exemple TikTok, Pinterest, qui sont vraiment incroyablement plus abordables qu'un Instagram, par exemple, ou qu'un YouTube. Ensuite, quand vous avez réussi à capter une coordonnée personnelle qui pourrait être un email ou un numéro de téléphone, la personne devient un prospect. Vous pouvez donc la retoucher potentiellement via votre CRM, enfin plutôt on parle de PRM d'ailleurs, prospect, donc votre MailChimp, votre MailJet ou votre Sendinblue ou que sais-je, puisque des solutions d'emailing, il y en a des tonnes, ou par SMS, ça peut marcher sur certains marchés, ou les retoucher sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, voilà, vous êtes capable d'engager la conversation et de leur dire « coucou, venez chez nous parce qu'on a des choses intéressantes à offrir ». Et c'est là que vous allez, pendant votre temps fort, proposer une OP commerciale, la bonne offre, le bon prix, le bon incentive, et tenter de les acquérir et de les transformer en clients. Clients, donc c'est la phase 3. Donc un client, évidemment, on est content parce que ça y est, il est rentré et puis il a amené des sous, mais évidemment, on veut qu'il revienne. Et aussi, on veut qu'il soit content de son expérience et qu'il témoigne autour de lui que ça s'est bien passé, que cette marque, elle est cool, que les produits sont super, etc., etc. Et donc, on peut même construire des programmes ambassadeurs pour aller générer justement du user-generated content ou avoir des gens qui parlent de nous autour d'eux, à leurs proches, leurs familles, leurs amis, leurs collègues. Et ça, c'est vraiment un canal d'acquisition qui peut devenir également très, très puissant. Si on revient, et n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions, et il y a Florian à côté de moi voilà, qui est déjà en train de répondre, et on aura bien sûr une session questions-réponses à la fin aussi. Et je réponds d'ailleurs à Sophia, oui, sur notre site, il y aura une rediff du live tout le temps. Voilà, ça va être sur la page des lives en replay. Les fondamentaux du marketing, c'est clairement qu'on a la théorie des 4 P qui reste fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez réussir un temps fort comme le Black Friday ou un anti-Black Friday ou Noël ou les soldes, vous devez absolument déjà avoir des bons produits. Enfin, ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Il n'y a pas besoin de faire du marketing si on n'a pas des bons produits. Voilà. Ensuite, vous devez définir une offre vraiment incroyable, donc qui est l'offre un peu aimant, la killer offre, donc qui peut être promotionnelle si c'est Black Friday, mais qui peut être au contraire un joli bundle premium pour Noël à offrir, etc. Donc, la super offre que vous allez marteler. Le sujet du prix est évidemment important. Alors, selon les marques que vous représentez, leur positionnement, la concurrence. Mais en tout cas, voilà, et même quand on a du pouvoir d'achat, on cherche quand même à avoir le bon rapport qualité-prix. Et puis, avec le Covid, on a aussi beaucoup de gens qui recherchent du prix pur et simple parce que c'est devenu plus dur pour eux. Et puis après, il y a bien sûr où est-ce qu'on va mettre en vente le produit. Aujourd'hui, on est là pour se dire qu'on le met en vente sur Shopify. Mais Shopify ne veut pas dire que la vente, elle est déclenchée sur Shopify. Comme on le verra tout à l'heure, elle peut être déclenchée, par exemple, sur vos réseaux sociaux avec l'émergence de social selling. Et en réalité, c'est la combinaison de tout ça dans la bonne alchimie qui va faire ou pas le succès de votre opération. Alors, on vous a mis un petit exemple à côté. On a la chance d'accompagner un magnifique client qui s'appelle la Compagnie de Provence, qui, pour Noël, a produit un calendrier de l'Avent. Et ce calendrier de l'Avent, et j'espère que vous voyez bien le slide en entier, parce que moi, le bas est coupé, mais en gros, voilà, c'est vraiment des beaux produits bien sélectionnés, qu'on a envie de s'offrir pour soi, mais qu'on a envie potentiellement d'offrir à ses proches. Tout ça avec un prix vraiment très attractif.
dans un beau coffret. Et voilà, et c'est entre guillemets le cadeau de Noël idéal. Et sachez que sur cette marque, les ventes de ce coffret de Noël ont déjà démarré et sont en train d'accélérer. Donc, autrement dit, préparer Noël, ça se fait en anticipation. Et c'est vraiment l'objet de ce petit schéma qu'on a voulu vous mettre. Alors, il est un peu détaillé. Si vous le souhaitez, vous nous enverrez un petit mail ou un petit LinkedIn, on vous l'enverra. Mais vraiment, vous faites une capture d'écran. Mais en gros, voilà, préparer ces campagnes, c'est anticiper le plus possible. Donc là, typiquement, si on veut réussir, alors c'est toujours l'exemple du Black Friday, de Cyber Monday, mais si on veut le réussir, en fait, on commence à le préparer plutôt à l'été. On construit des gros bassins d'audience. On fait de la notoriété. On fait du reach. On fait de la vidéo vue. On construit ces segments. Et 3-4 semaines avant le temps fort, on va utiliser cette audience qu'on a construite pour justement pouvoir commencer à faire du teasing, commencer à parler de l'offre qui va arriver, qui va être incroyable, etc. Et puis, dans les 2 semaines qui précèdent, on accélère, on fait monter la pression, on met un peu de FOMO, Fear of Missing Out, pour dire, bon, il n'y en aura pas pour tout le monde, dépêchez-vous, etc. Et quand ça démarre, là, c'est parti, le code promo, le code de l'OP, les publicités qui parlent que de ça, sur tous vos canaux. Et évidemment, là, on est hyper concentré pour que pendant les quelques jours où il y a le pic de consommation mondial, en tout cas, voilà, dans les pays occidentaux, on réussisse à engranger le maximum de résultats. Alors, évidemment, voilà, ça, c'est adapté pour Black Friday, Cyber Monday, mais vous pouvez avoir le même raisonnement pour Noël, pour les soldes, pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, et ça, dans tous les pays que vous représentez. Donc, très important de bien comprendre qu'on n'improvise pas au dernier moment, on s'y prend à l'avance, on fait un plan média, et typiquement, un plan média, alors ça peut être compliqué comme ça peut être simple, mais en réalité, c'est simple. C'est juste se dire où est-ce que je vais communiquer, pendant quelle durée, avec quel message, quel creatives, est-ce que j'investis ou pas, est-ce que je fais que de l'organique, est-ce que je prends des influenceurs, est-ce que je fais des partenariats avec les médias sociaux, etc., etc. Et de mettre tout ça noir sur blanc dans un fichier Excel ou sur un tableau blanc au paperboard, hein, on s'en fiche, mais que vous ayez vraiment des opérations qui soient calées, cohérentes entre elles, avec un phasing qui vous emmène vers le bon déroulé. Et ça, c'est fondamental. Et il y a une question de Sophia sur quelle plateforme pour le plan média. Alors, tu parles de plateforme pour communiquer. Est-ce que c'est ça le sens de la question? Et si oui, en réalité, il faut choisir, bien entendu, les plateformes où sont vos cibles. Donc, ça dépend de votre produit, ça dépend entre guillemets, des usages de votre cible, de la segmentation de vos clients. Et pour l'organiser comme sur l'image, parce que j'avais compris le double sens de la question, nous, on utilise Monday, qui est un super outil de planification de projets et de gestion de tâches, et qui a le bon goût d'avoir un template media planning qui permet très facilement de faire ce genre de copie. Et quand on a des gros plans médias à construire, c'est bien pratique. D'ailleurs, on a une vue par défaut qui est plutôt vraiment la liste des sujets et les budgets qu'on y met, et pourquoi pas la mensualisation. Et puis ensuite, on a la vue Gantt qui permet d'avoir cette vue planning très étirée. Voilà. Du coup, après vous avoir reposé les fondamentaux finalement des campagnes marketing, je vais passer la parole à Thomas. Mais comme transition, bien avoir en tête tous que même si vous allez tout faire, j'en suis certain, pour que ça se passe bien sur votre site Shopify, en fait, le combat démarre ailleurs. Le combat démarre, par exemple, sur les réseaux sociaux, un Facebook, un Insta, un Pinterest, un TikTok, enfin, ça dépend de ce que vous vendez et à qui vous le vendez. Pourquoi ? Parce que c'est là que va se passer la découverte. C'est là que les gens vont entendre parler de produits, de nouvelles marques, se mettre à suivre des comptes, découvrir ça par leurs amis, demander parfois des avis, des recos, comparer, retourner sur Google pour aller chercher plus d'infos, etc. Et les touchpoints sont de plus en plus nombreux, et on n'est pas toujours dans de l'achat d'impulsion. Ça arrive encore, bien sûr, mais en réalité, on passe notre temps à découvrir des choses, à regarder, à fouiner, à chiner. C'est même presque sympathique. Enfin, les gens qui passent leur journée dans Pinterest, c'est parce qu'ils adorent découvrir des nouvelles tendances. C'est addictif. C'est addictif, etc. Donc voilà, on est tous de plus en plus comme ça. Vous le savez, les taux de connexion quotidiens aux réseaux sociaux sont devenus incroyablement élevés.
Voilà, donc ça se prépare en amont, ça se passe là, et ça ne se passe pas toujours sur vos réseaux sociaux à vous. Ça peut se passer sur les réseaux sociaux, et ça se passe d'ailleurs des gens dans leur messagerie aussi, etc. etc. Voilà, donc premier point, vraiment bien comprendre que le haut de tunnel, l'amont, se passe sur les plateformes où il y a du trafic, là où il y a des fortes audiences, et c'est là qu'il faut bien choisir ces combats, parce qu'évidemment, les journées n'ont que 24 heures, donc on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout, donc il faut vraiment être très sélectif. Thomas, je te passe la parole pour que tu nous listes un certain nombre de tips importants pour bien préparer ces campagnes, donc exactement. Black Friday et Christmas. Et donc, pour rebondir un peu sur ce que disait Fabien, la base, je dirais, ce serait lorsque vous démarrez votre boutique, c'est de bien vérifier que vos canaux de vente sont connectés. Canaux de vente, réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous allez, comme vous pouvez le voir, vous allez tout est fait en fait pour que on puisse depuis un réseau social aller acheter sur une boutique Shopify. Donc, on l'a encore vu hier, Shopify annonce un partenariat avec Spotify. Oui, donc voilà, comme beaucoup le font. Et ce qui fait que quand vous savez que plus de 50% des achats viennent des réseaux sociaux, eh bien, vous connectez tous vos canaux de vente. Donc, tout est fait évidemment sur la boutique pour vous faciliter la vie. Et ça, c'est la base. Ensuite, quand vous aurez tout bien paramétré, ben, vous vérifierez si vous n'avez pas quelques apps du Shopify Store qui pourront faciliter le parcours du client. Encore une fois, faciliter surtout son envie de rester sur votre boutique. On va tout faire pour le garder, en fait, ce client. Quand on connaît les taux de rebond actuels et puis les taux surtout très importants d'abandon de panier, vous allez vous arranger pour capturer le client. Et je dirais aussi que quand vous aurez fait tout ça, que vous aurez connecté tous vos flux, tout bien vérifié, là, vous serez paré et puis vous aurez évidemment autre chose après à vérifier. Ce sera un souci mis de côté. Et voilà, on a cité un bon exemple de configuration de boutique Instagram, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. On a aussi ce qu'il faut savoir, le TikTok qui a développé des fonctionnalités à travers des apps que vous pourrez installer qui faciliteront l'achat sur votre boutique. Donc tout ça, voilà, quand vous aurez aussi paramétré vos pixels, tout ça, voilà, doit être sur votre checklist. Ouais, et donc on a vraiment des ponts, c'est ce que je disais, entre le combat, la quête d'audience qualifiée qui se passe plutôt sur ces plateformes-là, et bien entendu l'endroit où la vente va se faire. Et on a de plus en plus un début du tunnel de conversion sur les réseaux sociaux eux-mêmes et une fin sur les sites, voire même, dans certains cas, c'est le cas aux USA, on peut faire le checkout sur le réseau social lui-même, même si en back-office, il discute avec Shopify. Voilà. Et ça, c'est hyper important de voir cette tendance de fond qui est en train d'arriver et qui va accélérer. Parce que voilà. Et c'est la Chine qui nous a montré la voie, hein, puisqu'avec avec WeChat notamment, on a un exemple d'appli intégrée où on passe sa vie dedans et on achète tout dedans. Et il y a très peu de sites e-commerce en Chine, paradoxalement. Voilà. Exactement. En fait, c'est ça, c'est la force de Shopify. C'est la création d'alliances avec tous ces grands acteurs des réseaux sociaux. Et en fait, on va aussi évidemment considérer la partie Google qui est vraiment primordiale lorsque vous allez créer votre boutique, qui peut servir de nouveau canal de vente. On va aussi évidemment pour optimiser le référencement naturel, tout faire pour que vos fiches produits soient correctement saisies et surtout simplement saisies pour que l'algorithme fasse son travail et pour qu'on vous retrouve le plus facilement possible en fait sur Internet. Et encore une fois, le taux de rebond à considérer aussi avec toutes les petites techniques. On pourrait vous en parler plus tard, qui vont être destinées à garder vos clients. On peut citer aussi, voilà, évidemment, la base
les paramètres de facturation. On vous conseille aussi d'effectuer des tests. Vous vous mettez à la place de votre client, vous vous lancez une commande tout simplement, vous commandez sur votre boutique et puis vous vérifiez que tout est bien en place pour que le client remplisse son panier et puis surtout en finalité vienne cliquer sur le petit bouton achat. Et donc voilà, on a comme moyen de paiement ShopPay, dont tout le monde parle de plus en plus, qui devient véritablement un concurrent de PayPal, et puis qui va être une passerelle donc de paiement extrêmement développée en Amérique du Nord et qui va normalement être instauré petit à petit dans les autres pays. Exactement. Et puis aussi offrir des capacités de paiement en 4 fois sans frais qui sont devenus très, très importants. Ne pas oublier PayPal dans certains pays comme l'Allemagne, par exemple. Je crois que plus de 50% des achats online se font via PayPal. Hein, donc, oui. Si on n'a pas PayPal, on se prive énormément de ventes. Ça, Bertrand pourra nous le confirmer. Bertrand en Allemagne. Ouais, voilà. Et des petites astuces comme proposer une wishlist. Parce qu'en fait, même si ce n'est pas encore le moment d'acheter les cadeaux, c'est le moment de commencer à faire les listes de Noël. Donc, que cette liste se fasse sur votre site, ça peut être top. Voilà, ça fait beaucoup de choses quand même, mais voilà, vous avez intérêt à vous faire une petite checklist de base et puis bien cocher toutes ces actions et bien vous préparer. Et voilà, encore une fois, l'avantage de Shopify, c'est que tout est fait pour faciliter l'utilisation par l'administrateur de la boutique. Donc, vous allez tout piloter depuis votre tableau de bord et puis et surtout bien vous caler. Comme le disait Fabien, ça peut être valable pour le Black Friday, mais ça va être valable pour tous vos temps forts aussi. Hein. Donc, le succès de votre action passera par tout ça, par une bonne préparation et puis surtout par une bonne visibilité de votre marque sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous arranger pour que votre boutique en page d'accueil soit plus interpellante, vivante. Vous allez créer, susciter l'intérêt en envoyant une newsletter sympathique à vos clients. Et puis surtout, voilà, vous allez vous avancer et dire que voilà, vous êtes participant à cette fameuse journée du Black Friday et au Cyber Monday en envoyant votre code promo. Et voilà, on va tout de suite vous voir et quand vous aurez cette partie visibilité activée, vous allez ensuite être prêt pour le fameux jour J avec des actions et surtout une proactivité par rapport à tout ce qui va vous être demandé. On va y revenir plus tard, une proactivité sur tous les canaux conversationnels avec l'application Ping Shopify qui va vous permettre de fédérer sur vos canaux les gens qui viennent vous contacter tout bêtement sur Messenger ou sur WhatsApp. Et voilà, donc quand tout est prêt, vous vous concentrez surtout sur la réactivité, sur la vente le jour J. Et voilà, et tout sans oublier que vous devez être prêt à toute éventualité de demande de retour. Mais ça tout est paramétré pour que sur Shopify, vous puissiez répondre rapidement au retour SAV. Alors, il y a Madeleine qui nous dit très bons tips, donc merci Madeleine. Et merci beaucoup Madeleine. Oui, on a fait un tri. Et encore une fois, là, j'ai sorti, pour résumer, les principaux temps forts, les principaux tips à respecter pendant le temps fort. Vous avez quand même cette statistique qui est effrayante, hein, c'est que près de 70% des prospects sont vraiment susceptibles d'abandonner votre panier. Donc, vous allez les drainer, les garder par tous les moyens possibles. Et là, on va prendre un exemple vraiment concret. On est en train d'installer chez un client d'ailleurs. Vous allez, par exemple, proposer une pop-up, une exit pop-up du style comment se fait-il que vous quittiez comme ça brusquement notre boutique sans acheter. C'est pas bien. Parce que c'est bien, votre panier est plein, mais vous n'avez encore rien acheté. Et là, encore une fois, Shopify a mis en place
une petite application qui va tout faire pour garder votre client. Et puis donc après, encore une fois, vous avez des facilités de livraison proposées par Shopify. Vous avez besoin de réassurer votre client par rapport à tout ça. N'hésitez pas, et surtout, à communiquer avec votre client et à personnaliser surtout son parcours d'achat pour lui proposer d'acheter chez vous. Ce qui est important, c'est de lui donner le plus de confiance possible Voilà. et de lui donner le plus de possibilités possibles parce qu'on a tous nos petites manies. On veut être livré de telle manière, on veut payer avec tel moyen de paiement. Donc, en réalité, voilà, si on veut se donner la chance de capter le plus de monde possible, il faut être extrêmement large dans les possibilités offertes et Shopify est construit dans ce sens-là. Allez, Marjolaine qui pose un sujet avec une idée intéressante. On ne partage pas le code promo en amont. C'est intéressant ça. On est en mode surprise pour nos nouveaux clients. Oui. Oui, je pense que ça dépend en effet aussi des typologies de produits. Alors, nous, on a pas mal de nos clients qui sont par exemple dans le business des box où l'effet surprise est fondamental. Donc, en effet, il ne faut pas toujours dévoiler à l'avance ni le contenu, ni le code promo, ni rien du tout, mais par contre, faire monter le suspense. Et puis, quand on a déjà engrangé les fruits de ça, on peut basculer dans une seconde phase où on va faire le reveal. Voilà, donc je pense que… Donc, c'est valable dans votre secteur, ouais, je ne sais pas dans quel secteur travaille Marjolaine, cosmétique, avec les cosmétiques, le soin, tout ce qui tourne autour… Oui, voilà, c'est exactement Marjolaine. On est bien d'accord. Il y a une réalité aussi qui est qu'en fait, même quand on fait pas le Black Friday, on l'a vu avec Yaya tout à l'heure, qui disait que il ne le faisait pas. Il y a autour de ça, pas le faire parfois. En fait, même quand on le fait pas, il y a une tendance de consommation de marché en fait qui fait que les acheteurs sont là. Et quand on diffuse pas à ce moment-là, on peut louper des ventes aussi. Ouais. C'est pas parce qu'on a une posture en effet de marque anti-Black Friday qui peut tout à fait se comprendre si on veut être bio, éthique, green, etc., qu'il ne faut pas saisir l'opportunité du fait que les gens dépensent plein d'argent sur cette période-là. Aussi, Marjolaine, ce qui est intéressant, je vous coupe, c'est intéressant à savoir aussi, c'est que le consommateur n'a pas le même profil selon qu'il se situe en Amérique du Nord ou en France. Déjà, le Black Friday va pas être perçu de la même façon en France ou que ce soit en France ou au Québec. Et ce qui fait que voilà, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à sa culture, à ce qui se passe localement. Exactement. Thomas, tu peux terminer cette partie avec les apps ? Oui, alors les apps, encore une fois, on a établi une petite liste d'une dizaine d'apps que vous pourrez installer, évidemment en évitant d'en installer des milliers, des cents. Mais par contre, ce qui est bon à savoir, c'est que vous avez près de 6000 apps disponibles sur le store. Donc certaines sont payantes, certaines sont gratuites. Et puis vous allez, selon vos besoins, rien ne vous empêche de les tester d'ailleurs. Vous allez en installer. Alors moi, celles qu'on aime particulièrement, ce sont celles qu'on installe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on a des exemples concrets, Marjolaine, par exemple, d'entreprises, de grandes entreprises de cosmétiques qui ont lancé des crèmes, des mascaras sur TikTok. Et tout simplement en installant un petit bouton call to action, acheter. Et puis voilà, en une semaine, le chiffre d'affaires prévu pour le mois a été comblé. Donc, et tout ça sur TikTok. Et voilà, on adore ce genre de petits boutons. Et après, voilà, on parle encore de ping qui va vous permettre de communiquer et d'interagir avec tous vos clients. Il y a aussi la fameuse Wise Pops que Fabien est en train d'installer chez un de nos très bons clients dans le domaine cosmétique. Ouais, ça y est, c'est en prod et ça va. Voilà. Et puis, et bien sûr, voilà, parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles à annoncer. On est proactif lorsqu'un produit est en rupture de stock. On avertit le client. Et puis, surtout, on lui dit que le produit sera disponible à telle date. Et on le prévient quand le produit est revenu en stock pour maximiser la probabilité qu'il l'achète ce jour-là et ça marche très bien. Donc, c'est une appli qui s'appelle Now Back in Stock. Hein, le nom est très clair. Donc, je vous recommande de la tester parce que c'est assez marrant. Ouais. Exactement.
Et sans oublier, point fondamental pour Noël, Thomas. Oui, les cartes cadeaux. Alors, c'est très Cadeau. répandu. Oui, c'est très, très répandu ici. Les cartes cadeaux, enfin ici au Québec, hein, le système de cartes cadeaux qui est valable toute l'année dans tous les secteurs, ben voilà, vous pouvez le proposer et surtout le personnaliser avec les montants désirés sur Rise. Exactement. Alors après tous ces tips qui peuvent vous aider voilà, à compléter vos dispositifs, on va parler maintenant de sujets un tout petit peu plus techniques. Donc je passe la parole à Florian. Ouais, c'est pour aller un petit peu plus loin, vous donner quelques billes sans entrer non plus dans la technique profonde. Donc voilà, c'est des billes à moitié technique, à moitié marketing. Comme disait Thomas, comme l'a dit Yaya, on a une machine qui est Shopify et qui permet justement une machine de guerre qui permet de simplifier justement l'accès aux fonctionnalités marketing qui peuvent être hyper compliquées des fois quand on est sur des PrestaShop, des Magento, d'autres CMS, qui vont être par exemple comment on installe un pixel Facebook, comment on fait la mesure en serveur à serveur, comment on branche le flux de produits pour l'avoir à jour avec les bons prix, les bons inventaires, etc. Et ça, faut reconnaître que pour avoir fait plusieurs CMS, Shopify est imbattable là-dessus. Et en quelques clics, on peut brancher cette mesure. Et quand on parle d'un Q4, c'est là où en fait on a le plus de volume à capter, d'apprentissage à faire et de data à collecter. Et donc, c'est un peu le prérequis en amont de toute cette phase, de se dire on branche bien tous les tags. Et ça, donc soit vous avez deux solutions, soit c'est la très facile, très rapide de Shopify, et c'est celle qu'on recommande. Soit vous êtes déjà un peu plus avancé, vous faites déjà quelques centaines de milliers, généralement quelques millions, et vous avez des besoins plus poussés. Là, on va passer sur du Google Tag Manager, qui permet de faire quelques mesures additionnelles. Exactement. Voilà, et donc là, on a parlé du pixel, de la mesure des événements, et on a le même pendant, toujours dans les channels de Shopify, qui vont permettre de connecter les flux produits. Et je sais qu'il y a je suppose qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font leur communication sur Instagram. Et comme l'a dit Fabien avant, on a le Instagram Shopping qui commence à vraiment pousser. Maintenant, on a des analytics qui sont très proches du e-commerce dans Instagram Shop, du genre des taux de rebond. Enfin voilà, on voit beaucoup de choses qui laissent penser qu'Instagram Shop commence à vraiment se mettre en parallèle complètement à des systèmes comme Shopify pour drainer la conversion directement sur le réseau social. Voilà, donc en amont de la période de Q4, et il ne faut pas le faire la semaine du Black Friday, il faut vraiment vérifier maintenant, faire quelques tests, que dès qu'on met une petite promotion sur le site, elle est répercutée dans le flux, répercutée sur la page Instagram, et que tous vos produits sont à jour avec le bon inventaire. Voilà. Et toute dernière slide, généralement ce qu'on se pose comme question, ou ce qu'on nous pose comme question pour le Q4, c'est quand est-ce que vous devez attaquer. Donc, quand est-ce que vous devez faire un peu les promos, les promos, commencer la communication. On a Fabien qui a annoncé un peu quelques délais tout à l'heure qui sont génériques. Bien sûr, comme dans tout webinar, on va vous dire que ça dépend. Ça dépend. Et par contre, donc on va vous donner quelques billes en fait pour comprendre un peu comment analyser le quand on se lance. Il y a quelques notions du coup, et je vous les ai listées ici. Vous pouvez prendre un petit screenshot pour revenir dessus plus tard. On a ce qu'on appelle l'ad decay. Donc ça, c'est en fait le temps que va prendre la personne qui voit votre communication à passer à l'action. Et on a des marchés où ça peut être très rapide, du 24 heures, de l'instantané, du 48 heures, comme plusieurs mois, plusieurs années. Dans le cas de plusieurs années, je pense par exemple à des marques de luxe comme Louis Vuitton qui vont faire des opérations de communication sur League of Legends, justement parce que c'est des coûts de communication qui se jouent sur plusieurs années et qui s'ancrent dans cette notion-là. La manière la plus simple aussi, c'est de regarder son historique. C'est vraiment le plus simple et celui qu'on oublie souvent. Et il y a certaines marques où le pic va être en novembre, d'autres comme la cosmétique généralement où on est un peu plus sur des pics en décembre. Et ça, c'est hyper marquant dans le timing de vos OP. Exactement. Ensuite, si vous n'avez pas la chance d'avoir
c'est historique, ou si vous êtes sur un nouveau marché, vous lancez des nouveaux produits, vous pouvez regarder les tendances sur Google Trends. Ensuite, on a tous les facteurs extérieurs, des événements sportifs, une pandémie par exemple, ça arrive de temps en temps, Oui. qui vont venir bouleverser un peu vos prévisionnels. Et ensuite, donc on a un outil qu'on adore, qui est un petit peu poussé, on le reconnaît, et c'est les analyses de cohortes et toute la notion qu'on va tourner autour de la lifetime value. Et donc la LTV, pour ceux qui ne sont pas spécialement familiers, c'est en gros la valeur que va générer un client sur tout le temps qu'il va passer avec vous au fil des commandes. La LTV, du coup, ça a une valeur cruciale pour vous, pour la marque, pour savoir comment vous allez amortir vos coûts d'acquisition dans le temps. L'inconvénient de la LTV, c'est qu'elle est un peu illimitée quand on s'arrête à ça. Donc, ce qu'on aime bien faire, c'est aussi chercher à arrêter quelques jalons. Donc là, on a mis, par exemple, un tableau comparatif sur des valeurs de vie à 30 jours, 90 jours, 180 jours, 365 jours. Et là, donc voilà, si on regarde l'an passé sur une marque exemple, on peut voir qu'effectivement, un mois de novembre, c'est celui qui va cartonner le plus sur les valeurs générées à 30 jours, par exemple. Et par contre, le mois d'octobre, si on a un cash flow qui nous permet un peu plus d'être à 3 mois, 6 mois, 1 an, on a un mois d'octobre qui peut être en fait très intéressant à attaquer parce que généralement, en plus, les coûts d'acquisition sont moins chers et on va générer justement cette valeur à 90, 6 mois et 1 an qui va être plus intéressante. Alors, il y a Florine qui te demande comment tu construis ce tableau de cohorte. Alors, comment on construit le tableau de cohorte? On a deux manières. Il y a soit celle que tu as devant les yeux, qui est faite en fait à partir d'un fichier commande qu'on découpe dans un Excel. Soit tu as des modules, encore une fois sur Shopify, je crois qu'on en a listé un tout à l'heure. Qui te facilite la vie grandement pour faire ça. Et tu as effectivement donc segment de Tresel. Exactement. Ça, ouais. Très intéressant. Merci Florian. Je crois qu'il y a Excellent. encore deux sujets dont tu voulais nous parler. Très brièvement, on l'a évoqué tout à l'heure, puis je sais qu'on avait quelques questions, notamment de Tania sur l'aspect Shopify Payments et international. Fabien a amorcé le sujet. On a vraiment une grande importance, un gros effort à rendre beaucoup de moyens de paiement accessibles, que ce soit en France ou à l'international. On sait qu'effectivement, les Allemands sont beaucoup PayPal, Zofort. Zofort, nous, on ne sait presque pas ce que c'est en France. Non. Et effectivement, sur une période comme la fin d'année, les paiements en fractionné, en plusieurs fois, sont assez déterminants dans la capacité à aller chercher du panier moyen plus haut et des taux de conversion plus intéressants. Des solutions comme Alma, comme Pledge. On a Alma, on a Pledge, on a Scalapay, on a pas mal de solutions. On a PayPal qui s'est hyper bien renforcé cette année en France. C'est pas encore... voilà. Enfin, si vous devez choisir un partenaire de paiement en fractionné, regardez aussi les couvertures géographiques. Si vous êtes... voilà, si la France, c'est que 50% du marché, une solution va vous convenir et pas une autre. Okay, donc on a Shopé, on l'a évoqué tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas disponible en France, mais voilà, la vocation reste justement de faciliter encore une fois et d'écourter au maximum le tunnel de commande pour simplifier les paiements en un clic. Exactement. Voilà. Et ensuite. Et ton sujet préféré? Et donc, gros sujet, surtout quand on est sur des leviers d'acquisition comme Facebook, Instagram, qui vont avoir une facilité en fait à aller chercher des audiences à l'international et qui plus est quand vous êtes dans une niche en fait, parce qu'une niche en France peut être un maxi marché si on ouvre toutes les frontières. Et donc en fait, on va avoir justement un intérêt à simplifier ces expériences à l'international. On a une slide juste après. Et voilà, on a quelques best practices en fait quand on se lance à l'international. Il y en a qui sont faciles et assez rapides à mettre en place. On pense à la traduction par exemple. Il y en a qui vont être un peu plus compliqués. C'est ce qu'on appelle par exemple le DDP ou les
la gestion des taxes prépayées, la gestion des retours à l'international qui là vont être un peu plus complexes et vont nécessiter des intégrations techniques un peu plus poussées ou des partenaires plus avancés. Exactement. On arrive à la fin de ce live event, ça passe très très vite, on a même débordé, donc un énorme merci à tous ceux qui sont encore là et qui sont très très nombreux. Je crois qu'il y a encore une question. On a une question, intéressante posée par Sophia. Lorsqu'un produit est hors stock, le client active la notification par email. Comment pouvons-nous avoir un suivi sur l'emailing, l'action du client après la lecture de l'email? Et là, en fait, ce serait plus une app de mouchard un peu, en fait, c'est ça. Ouais, en fait, ça va beaucoup. En fait, ce qui va t'intéresser génélement, en plus, si tu as une gestion des stocks qui va être un peu plus flux tendu, c'est de te dire, voilà, j'ai des produits qui marchent hyper bien, j'en ai qui marchent moins bien, j'en ai qui est out of stock, et mon module me permet éventuellement de voir qu'il y a déjà 200 ou 300 personnes qui se sont préenregistrées. Et donc là, je peux déjà déclencher un réassort ou une prod. Et le module, donc en fait, la réponse à ta question va résider dans le choix du module. Ok, donc en fait, c'est une question de choix du module où certains modules vont te permettre de voir la liste des personnes qui ont pré-réservé, de voir quand tes mails partent, quand il y a des vagues de mails qui sont shootées. Et voilà, si le module va suffisamment loin, tu peux aussi avoir un peu comme dans Mailchimp, qui a passé, si je passe une commande avec florian@lescausantes.com et que j'étais dans ton module, alors je suis trackable. Bon, donc, il faut trouver la bonne app. C'est ça. Tracking. Génial. Alors, il nous reste 2 slides. Donc, celui-ci que vous avez sous les yeux est une synthèse de ce qu'on s'est déjà dit, c'est-à-dire qu'en réalité, on a un tunnel de conversion, ça va de la découverte jusqu'à la recommandation. Et j'aime bien le voir comme ça parce qu'en fait, c'est une boucle. C'est-à-dire que, évidemment, les gens qui vont en fin de cycle nous recommander à d'autres parce qu'ils ont adoré l'expérience ou nos produits ou le service client deviennent eux-mêmes vecteurs de nouveaux clients. Voilà, donc en réalité, il faut installer cette loupe. Et si elle devient virale, on parle de viral loop. Et évidemment, les plus grandes success stories de l'Internet depuis 20 ans sont toutes des entreprises qui ont réussi à mettre en œuvre à grande échelle des viral loops. Il y a d'ailleurs un excellent livre qui s'appelle Viral Loop que je vous invite à lire, où vous verrez toute l'histoire de ces grandes entreprises assez souvent américaines, il faut le dire, mais pas que, qui ont réussi ça très bien. Et donc, n'hésitez pas à aller le lire. Et pour terminer, avant la petite séance questions-réponses pour ceux qui veulent rester un petit peu, on a une Shopify qui a émis une Black Friday Cyber Monday checklist. Donc, si vous souhaitez qu'on vous l'envoie, n'hésitez pas, vous nous faites un petit mail ou un petit LinkedIn. Voilà. Ce sera un plaisir de vous envoyer le PDF. Donc, ça tient en 2 pages. Et voilà, c'est une espèce de résumé, de synthèse pour réussir à bien mettre au point vos campagnes, vous assurer que vous n'avez rien oublié et que le jour J, ça va bien Exactement. se passer. Voilà. Donc, pour terminer, donc, je vous propose donc de passer à la petite séance questions-réponses s'il en reste, parce que voilà, pour l'instant, on a à peu près répondu à tout, ou presque. Donc, la meilleure app pour la traduction de langue en fonction de la localisation, oui, j'en ai vu passer une hier, une nouvelle app qui permet de… ça, il faudrait que je fasse le petit comparatif pour la traduction. Madeleine. Donc Thomas, tu vas regarder, puis Madeleine, n'hésitez pas à prendre contact avec Thomas sur LinkedIn et il essaiera de je vais essayer de vous dépatouiller. Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. J'espère surtout que voilà, ça aura été utile. On a été assez vite, donc il a fallu faire un travail de synthèse aussi pour vous sélectionner les bonnes infos. Évidemment, c'est difficile en 1 heure de tout vous dire, mais voilà, en tout cas, Shopify ouvre un univers de partenariat, un écosystème d'applications et une facilité à mettre en œuvre des choses qui est assez inédite et en effet qui est une expérience plutôt très positive par rapport à tout ce qu'on a pu connaître sur des CMS e-commerce historiques, si j'ose dire. Et je pense que parmi nous, il y en a beaucoup qui ont eu d'autres expériences.
Donc voilà, maintenant, c'est que le début de l'histoire. Il y a encore plein de belles choses à faire et la roadmap de Shopify est très, très riche. Mais merci Fabrice, pour ton commentaire. Merci Vincent. Merci merci à tous, en fait. À tous. Voilà. À l'Allemagne, à Singapour aussi. Il y en avait quelqu'un qui était à Singapour aujourd'hui. Et merci. Puis, vraiment, c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir d'avoir pu vous apporter quelques éclairages pour vous préparer un Q4 fantastique. Ouais, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Merci Fatouma. Merci Fatouma, merci. Merci beaucoup. Ah, petite question pour terminer. Ouais, question de Charles. Ça, c'est une question pour Florian. Peut-être que tu la traiteras. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Mais... Ouais. Peut-être avoir une discussion avec Charles en off. Je la sauvegarde. On sauvegarde la question. Ouais. Oui. Elle mérite, j'ai l'impression qu'elle mérite examen. Merci Myriam. Merci Myriam, à bientôt. Livraison point relais en France, du coup. Point relais en France, Mathie, ou... En France, ouais. Tu as des news là-dessus? Les livraisons point de relais seront proposées avant la fin du paiement. Je me demande si ce n'est pas déjà le cas avec Mondial Relais. Ouais, il me semble aussi, ouais. Pareil, on peut vérifier, ouais. Merci beaucoup, Florence Carbel. Merci, Florence. Bon, on va vous faire un grand merci, un grand au revoir, et puis surtout, soyez à fond parce qu'on a un beau trimestre de croissance devant nous dans la plupart des pays occidentaux, donc il faut aller conquérir. Bon Q4, Marjolaine, à vous aussi. Bon courage. Clients. Voilà. La lavande, ça nous parle beaucoup, ça. C'est international. C'est clair. Allez, on va couper. Bye bye. Excellent. Merci à tous. Bye bye. Au revoir.